Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Un brin d'ADN. Pour cette vidéo-ci, j'aimerais vous présenter un petit outil web qui sert à comparer des listes de noms ainsi que date de naissance et date de décès. Donc évidemment, ça peut servir à la fois pour trouver le plus récent ancêtre commun ou pour trouver à l'intérieur d'une même liste de personnes des doublons ou donc s'il y a des cas de pedigree collapse. Donc ça peut servir à ces deux situations-là. Le petit outil en tant que tel est hébergé sur le web et c'est donc gratuit. Première chose aussi qu'on remarque en arrivant sur l'outil, c'est qu'il est très laid. Désolé pour les gens pour qui la beauté est importante lorsque vous arrivez sur un outil, mais malheureusement, je me suis vraiment concentré sur le code en tant que tel. Ce qui est utilisé pour qualifier si deux noms se ressemblent, en fait, c'est la distance de Levenshtein. Donc, la distance de Levenshtein, en fait, c'est une différence mathématique pour calculer la différence entre deux chaînes de caractères. Donc, en fait, on voit ici dans les deux champs, c'est les deux listes qui vont être testées l'une contre l'autre pour regarder pour chaque ligne d'une boîte et toutes les autres lignes de l'autre boîte pour voir si les noms se ressemblent. Et ensuite, si la date de naissance, lorsqu'elle est présente, et ou la date de décès, lorsqu'elle est présente aussi, sont assez proches l'une de l'autre. Donc, il est en anglais, là, mais je vais vous résumer un petit peu les fonctionnalités. Première option en bas, c'est la sensitivity, en fait, la sensibilité. Il y a trois options, donc c'est soit narrow, normal ou wide. Donc, est-ce que la sensibilité va être très précise ou être plus large? Ensuite, batch size, en fait, c'est le nombre de lignes. Là, présentement, il y a juste 3 lignes en haut, là, à part le commentaire qui explique quoi faire. Il y a vraiment 3 lignes de test dans la première boîte et 4 lignes dans l'autre. Mais évidemment, ça peut supporter plusieurs centaines de lignes pour chaque boîte. Et le batch size, c'est pour savoir à quel, selon l'ordinateur qu'on a, l'appareil qu'on a, donc si on est sur une tablette ou sur un laptop, et aussi la capacité du CPU et tout ça. Donc on peut aller jusqu'à 500 lignes à la fois. Et il faut savoir qu'en fait, il va prendre la première ligne de la boîte, là, la première, en fait, il va descendre chaque ligne de la première boîte pour les comparer aux autres lignes de la deuxième boîte, donc soit qu'il va par paquet ou par groupe de 100, 250 ou 500. Et ici, j'ai précisé en fait que ça va être limité à la longueur de la liste 1. Donc c'est sûr que s'il y a juste 4 lignes ici, ou une dizaine de lignes, évidemment, il ne se rendra pas à 100 ou 250, il va arrêter au nombre maximum de lignes qu'il y a là. Et comme j'expliquais un peu avant, donc le furteur ou le CPU, donc le processeur, mais c'est quoi la capacité, donc l'appareil sur lequel on charge le petit outil web, weak, normal ou strong. Donc évidemment, si on est sur une petite tablette ou un appareil qui n'a pas beaucoup de capacité, pour pas faire planter le furteur, on va le laisser à weak. Mais si on est sur un assez bon ordinateur, un laptop, on peut se rendre jusqu'à strong. Là, personnellement, moi, j'ai essayé avec des listes de plus de 500 noms et strong. Ça fonctionne sur un laptop assez moderne, là. Mais je l'ai pas essayé sur une tablette ou un cellulaire. Donc, ça serait peut-être à garder weak puis à diminuer la batch là, pour un cellulaire. Et je l'ai pas non plus testé sur les produits Apple parce que malheureusement, j'ai juste Windows ou Android. Ensuite, within same list, ce que ça veut dire en fait, c'est qu'il va prendre seulement la première liste. Il va la copier dans la deuxième boîte. Et là, il va regarder s'il y a des doublons, en fait, dans les données de la première liste. Donc, on met yes si c'est ce qu'on veut faire. Et à ce moment-là, il va juste se comporter un peu différemment. Donc, évidemment, il ne testera pas la première ligne avec la première ligne, la deuxième ligne avec la deuxième ligne, parce que c'est sûr que ça va être les mêmes, étant donné qu'on prend la même liste. Donc, il va s'arranger pour passer tout droit lorsque c'est le même numéro de ligne. Mais sinon, si jamais à la 10e ou à la 38e ligne, il y a la même chose qu'à la ligne 1, là, évidemment, il va le détecter. Et dernière option, c'est les séparateurs. Donc, j'ai permis que on puisse entrer un peu avec cette nomenclature-là ici. Là. Donc, le nom. Donc, évidemment, prénom ou nom. Mais c'est vraiment comme vous voulez. Ça peut être aussi nom-prénom. Nom de famille avec une virgule, prénom. Peu importe. En fait, il faudrait prendre tabs si on met des virgules entre le prénom et le nom.
Mais s'il n'y a pas d'autres virgules, évidemment, dans les noms des gens, ben on peut prendre les virgules comme séparateurs. Donc ici, là, si on avait le nom et le nom de le prénom et le nom de famille, sans autre virgule, et que le séparateur entre le nom et les dates soit vraiment les seuls endroits qu'il y a des virgules, ben à ce moment-là, on prend commas. Et sinon, ben tabs pour les tabulations. Donc, par exemple, sur Ancestry, quand on a un arbre chez Ancestry, on peut voir la liste des noms. Et à ce moment-là, quand c'est dans un tableau ou que les espaces, justement, sont des tabulations, bien, on peut les déterminer que le séparateur sera une tabulation, donc d'une cellule à l'autre. Et ça fonctionne avec la liste qui est fournie par Ancestry depuis un arbre. Quand on veut voir les ancêtres en mode liste, ça fonctionne si on met tabs. Mais là, dans les exemples ici, c'est des virgules qui sont les séparateurs. Il n'y a pas d'autres virgules ailleurs. Donc, je vais laisser ça ici. Étant donné que je suis sur mon laptop personnel, je peux mettre ça au maximum sans problème. Je vais commencer par rouler la sensibilité à la plus mince, là, si on veut, donc la plus sévère. Et évidemment, je veux qu'il compare les deux listes et non pas la même avec elle-même. Donc, je vais laisser ça à no. Ça devrait aller assez rapidement. Et voilà, la façon qu'il rend les résultats. En fait, les premiers chiffres à gauche, là, avec les 2 points, c'est un peu facultatif à expliquer. Mais grosso modo, lorsqu'il y a un point d'exclamation, ça veut dire que la distance de Levenshtein est très mince. En fait, une chaîne de caractères exactement similaire aura 0 comme distance. Donc, quand il y a 0 comme premier chiffre ici, ça veut dire que c'est la distance de Levenshtein. Et dans le premier cas ici, c'est 0. Donc, c'est exactement les mêmes noms, prénoms qui sont dans la première boîte ici. Donc, on voit ici qu'il a comparé la ligne 2 de la boîte du haut avec la ligne 3 de la boîte du bas. Donc, la ligne 2 ici, ben, c'est celle-là. Et bien la ligne 3 de l'autre côté, évidemment, c'est celle-là. On remarque qu'il ne se soucie pas des majuscules minuscules. Donc, la comparaison, je me suis arrangé pour que si la personne a mis tous les noms en majuscules ou qu'elle les a mis tous en minuscules, c'est pas important. Il a considéré que c'était les mêmes lettres. Donc, la distance entre les deux noms était exactement pareille, donc 0. Et évidemment, mais plus il y a des différences, plus le chiffre va monter ici. Étant donné qu'on est à la sensitivity narrow, il se rendra pas plus haut que 2. Donc, tout ce qui est 3 comme distance de Levenshtein ou plus, il les mettra pas. On va rouler le script en essayant les autres. Mais pour l'instant, à narrow, il s'arrête à 2. Ensuite, c'est quoi les petits X? C'est les 1 et les 0, mais c'est les différences entre les dates de naissance et de décès lorsqu'il y en a. Donc, on voit que dans les résultats ici, ça tombe bien, toutes les dates sont là. Donc, tout le monde a eu une date de naissance et une date de décès. Plus loin, je vous montrerai ce qui arrive quand il en manque. Comme ici, on peut voir qu'il va en manquer. Mais pour l'instant, il y en a partout. Donc, le deuxième chiffre après les 2 points, c'est la différence entre la date de naissance de la première boîte et la date de naissance de la deuxième boîte. Donc, non seulement la distance de Levenshtein était parfaite à 0, en plus, il y a la même date, la même année en fait, là, je m'occupe pas des mois et des jours, mais la même année de naissance de la liste 1 à la ligne 2 et de la ligne 3, la ligne de naissance est pareil. Même chose pour la date de décès, c'est exactement la même année. Donc à ce moment-là, il y a la distance de Levenshtein est parfaite à 0, aucune différence entre l'année de naissance et de décès. Là, à ce moment-là, il va mettre 4 chevrons et un point d'exclamation pour indiquer ça. C'est un match parfait avec les dates de naissance et de décès fournies qui concordent parfaitement. Évidemment, quand il y a moins de chevrons, mais ça veut dire que ça concorde, mais pas parfaitement. Donc ici, il y a une distance de Levenshtein de 1. Donc on voit ici name X sur name plutôt que juste name tout court. Donc en ayant une lettre de différence, ben, la distance est de 1. Et aussi, ben, l'année de naissance est de 1834 par rapport à 1835, donc 1 an de différence. Mais quand même, c'est assez important pour qu'ils mettent quand même des chevrons, mais ils en mettent 2 au lieu de 4. Et les autres, ben, c'est parce qu'ils respectent quand même la distance de 2 ou moins. Donc à ce moment-là, il a quand même assumé que name 2 avec surname 2 était assez proche de name surname.
mais les dates ne concordent pas du tout. Donc 1809 par rapport à 1834, c'est trop éloigné. Il met un X quand la distance est trop grande, il n'en tient pas compte. Même chose pour 1877 par rapport à 1883. C'est pas des années assez proches, mais il met un X. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de chevron. Mais il y a quand même un point d'exclamation parce que si on s'occupe juste des lettres, des noms, prénoms, ça c'était assez proche. Qu'est-ce qui arrive si on met la sensibilité à normale? Ben il va évidemment ratisser plus large, comme on dit en québécois, donc il va permettre plus de distance et plus de différence de date. Si on le roule, on voit que les mêmes 4 dernières lignes que tout à l'heure, mais les 3 premières apparaissent aussi. Et là, ici, on voit que la ligne 2, donc la deuxième partie de la ligne ici, c'est le deuxième chiffre qui est là. Donc, c'est la ligne 2 ici. On voit effectivement que la personne dans sa liste a mis un point d'interrogation comme date de naissance et un tiret comme date de décès. Donc, il n'y avait pas l'information. À ce moment-là, le résultat va mettre des barres de soulignement, des underscores, pour dire, j'en tiens pas compte. Mais il s'occupe quand même de la distance. Et cette fois-ci, c'est 3 entre name-surname et name 4, surname 44. La distance de Levenstein est 3. Ça n'apparaît seulement que quand on met normal, si on veut que ce soit plus de 2 comme distance. Et étant donné qu'il n'y a pas vraiment de date, là, il va quand même le mettre dans les résultats, mais il ne le mettra pas avec un point d'exclamation. Vous allez remarquer aussi que celui-là n'est pas sorti encore, donc celui-là qui s'appelle Really Far-Fetched. Surname, évidemment, le nombre de caractères, de lettres par rapport à tous les autres est trop différent pour qu'ils sortent. Et ça va être le cas même si on met à wide ici. Si on roule ça. Il en sort encore d'autres ici qui sortaient pas avant parce que la distance de Levenstein est de 5. Et il y a aussi des différences pour date de naissance de 2 ans et date de décès de 5 ans. Mais il a quand même jamais sorti ce cas-là parce que c'est trop différent. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide sur un petit outil web gratuit que j'ai mis. Il n'est pas parfait. Notamment, il s'occupe pas. Il y a quelques cas, je vais peut-être l'arranger au fil du temps là, parce que dans les noms de famille français ou québécois, des fois il y a des gens qui s'appellent Saint-Jacques ou Saint-Cyr. À ce moment-là, je sais qu'il pourrait ne pas sortir le résultat si la personne l'a écrit avec ST point ou ST tiret par rapport à S-A-I-N-T. Déjà là, il y aurait des différences alors que c'est le même nom de famille, donc c'est peut-être une petite modification que je ferai. Et je crois qu'il ne s'occupe pas des accents non plus, des apostrophes. Donc, il y a quelques petits trucs qu'il faudrait que j'améliore. Mais quand même, j'ai pensé le rendre disponible parce qu'en posant des questions sur ce genre d'outils-là sur Facebook, j'ai eu les réponses. Je sais qu'il y a des logiciels qui s'en occupent. Donc, j'ai eu au moins 2 logiciels que je sais qui peut aller chercher des arbres. Mais moi, personnellement, j'aime mieux quand il n'y a pas d'installation de logiciel. Donc, une adresse web, ça, on peut y accéder de partout. Je préfère ça. Et aussi, il y en a beaucoup de ces outils-là, entre autres GEDmatch le fait aussi. J'avais complètement oublié, mais on m'a rappelé que GEDmatch a un outil gratuit qui permet de comparer 2 arbres, mais c'est des formats GEDCOM. Donc bref, il y a d'autres solutions qui existent. Là. Je prétends pas réinventer la roue. Tant mieux pour vous si vous avez un logiciel d'installer qui le fait. Tant mieux si vous avez des fichiers GEDCOM qui peuvent aussi charger ça. Donc sur GEDmatch, il offre la possibilité. Mais moi, personnellement, j'aimais mieux qu'il n'y ait pas de contrainte de format de fichier. Donc, je voulais pas que ça soit absolument un GEDmatch. Donc, j'offrais la chance d'avoir soit séparateur virgule ou séparateur tabulation. Et que ce soit accessible de partout, donc sur le web gratuitement. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.